Bienvenue sur Détectives éternels, là où chaque murmure cache un secret. Ce soir, près de la fontaine gelée de St. Mary Mead, le silence dissimule une vérité mortelle. Allumez une bougie, fermez les rideaux, et que le mystère commence. Le matin, à St. Mary Mead, était baigné d'une clarté fragile qui donnait au givre un aspect trompeusement innocent. La fontaine de la place, ce modeste mémorial dédié à un colonel oublié, était comme prise dans la glace, ses jets figés, captant les rayons pâles du soleil, tels des rubans de cristal. Une atmosphère d'ordre impeccable régnait, avec ses allées bien entretenues et ses vitres lustrées, comme si rien de terrible ne pouvait jamais arriver dans un lieu si bien rangé. Et pourtant, comme Mame Bantry le faisait remarquer à Madame Price Ridley en attendant le courrier, le village était étrangement calme ce jour-là, comme l'air avant l'orage, à la fois silencieux et chargé d'une tension palpable. Elles se tenaient côte à côte, emmitouflées dans leurs manteaux d'hiver, leurs regards furtifs se portant vers le cimetière, où un petit groupe d'hommes de la paroisse s'affairait à planter un nouveau poteau de clôture. Un rouge-gorge sautilla entre leurs bottes. « Avez-vous entendu parler de la couronne ?» murmura Madame Price Ridley. « Celle déposée près de la fontaine hier soir ?» Madame Bantry se retourna, surprise. « Non, ma chère. »« Pour qui ?»« C'est précisément la question, » dit Madame Price Ridley en baissant la voix. En milieu de matinée, la rumeur avait voyagé de la poste à l'épicerie, de l'épicerie au presbytère, et de là, inévitablement, jusqu'au salon de Miss Marple, où elle tricotait une écharpe bleu pâle pour le bazar des missionnaires. L'écharpe avait grandi de plusieurs centimètres depuis le petit déjeuner, mais le regard de la vieille dame était fixé non pas sur la laine, mais sur la rue givrée au-delà de ses rideaux de dentelle. Une couronne de lys blanc, déposée au pied de la fontaine en pleine nuit, et aucune mort à commémorer. La symétrie de la scène la troublait. À St. Mary Mead, on faisait rarement quelque chose de symétrique, sauf pour se mettre en valeur. Tout au long de la journée, l'affaire s'est enrichie de petites fantaisies. On l'avait vu briller à la lueur du lampadaire. Pensation, ou bien les fleurs avaient été disposées autour d'une petite carte ornée d'initiales, ou encore un ruban, pâle comme le clair de lune, avait été noué autour. Chaque version contredit la précédente, mais les ragots, comme le lierre, se nourrissent de contradictions. Lorsque l'horloge de l'église sonna minuit, tout le village avait attribué à la couronne sa propre interprétation, allant d'une romance secrète à une plaisanterie macabre. Miss Marple écouta sans s'interrompre lorsque Madame Bantry entre, les joues rosies par le froid. « Ma chère Jane, c'est des plus curieux. Arthur l'a vu en premier, en venant au hall. Il a dit que cela avait un aspect presque cérémoniel. » Miss Marple esquissa un sourire. Les cérémonies d'Olly sont souvent le début du désordre. Elle range ce qui ne devrait pas encore l'être. Elle plie soigneusement son tricot, le regard fixe. Je parie que nous en entendrons davantage. Dehors, le givre s'était épaissi. Une charrette à lait grinçait sur le chemin, laissant des traces pâles. Des enfants de l'école frottent des pièces de monnaie contre la glace de la fontaine, riant aux éclats en voyant leurs reflets. Personne n'avait enlevé la couronne, bien que le vicaire eût ordonné de la déplacer au cimetière par bienséance. La bienséance, songea Miss Marple, n'était souvent qu'un prétexte poli pour dissimuler la curiosité. Elle n'éprouvait aucune envie d'y toucher, du moins pas avant d'avoir compris à qui elle était censée causer la tranquillité. En fin d'après-midi, une neige légère commença à tomber, adoucissant les contours et ternissant les couleurs. Le village, déjà silencieux, le devint encore davantage. M. Hawtrey, le sacristain, remontait péniblement le chemin avec son balai, grommelant contre les fauteurs de troubles. Il n'était pas seul, d'autres s'attardent non loin de là, sous divers prétextes, Madame Price Ridley avec son panier,
le commis du colonel Melchett fumant près du mur, la factrice faisant semblant de déneiger. Tous les regards, en secret, étaient rivés sur cette couronne. Et juste derrière, à demi cachée dans l'ombre du socle de la fontaine, une petite forme commença à se dessiner à travers la neige, quelque chose de plus sombre que la pierre, incurvé et immobile. C'est le garçon d'épicerie qui le remarqua le premier, laissant tomber ses paquets avec un bruit sourd. « Monsieur, il y a quelqu'un !» s'écria-t-il, sa voix résonnant dans l'air glacial. Une silhouette féminine, à en juger par son manteau, gisait froissée près du bassin, la main gantée tendue vers la couronne comme pour la déposer. Une fine fissure rouge marquait la glace en dessous. Miss Marple fut parmi les premières à arriver, son châle serré contre elle, le souffle léger dans la pénombre. Elle ne dit rien tandis que les villageois se rassemblaient autour d'elle, chuchotant et haletant. Elle se contenta de regarder une fois la silhouette immobile, puis la couronne, puis la fontaine gelée dont l'eau semblait retenir son souffle. Son tricot gisait, oublié, sur sa chaise, une maille ouverte, un motif interrompu. Quelque chose dans l'air, pensait-elle, avait enfin rompu le silence. Les murmures se propagèrent, comme des ondulations sur le bassin gelé. La voiture du colonel Melchett s'arrêta quelques instants plus tard, son visage grave sous le col de fourrure de son manteau. Le gendarme écarta le petit cercle de badauds avec une fermeté maladroite, bien que leur curiosité fût palpable, telle une gelée cherchant à s'infiltrer. Miss Marple, un peu à l'écart, les observa soulever délicatement la femme de la neige. Le geste était étrangement doux, comme si même les mains des officiels craignaient de troubler un silence pesant. Personne ne prononça le nom à voix haute, jusqu'à ce que Madame Price Ridley, pâle mais assurée, le murmure à l'oreille de Madame Bantry. « C'est Madame Lauder, de Manor Cottage. » Les mots restèrent en suspens, teintés d'incrédulité. Madame Lauder n'était pas le genre de personne qu'on s'attendait à trouver gisant sous une fontaine publique. Elle était arrivée à St. Mary Mead à peine 2 ans auparavant, discrète, élégante, veuve à la fortune incertaine. Elle allait à l'église de façon irrégulière, payait ses factures à temps et, disait-on, avait un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. L'attitude du colonel Melchett se fit plus vive à l'arrivée du médecin, son ton tranchant par le froid. « Un accident ? Peut-être, » murmura quelqu'un. Mais personne n'y crut vraiment. Il y avait une marque près de la tempe, une blessure légère, mais suffisamment sombre sur la blancheur de sa peau pour suggérer un acte délibéré. Le médecin fronça les sourcils et le gendarme griffonnia Madame Bantry, poussa un soupir et dit qu'elle se sentait faible. Miss Marple, les mains jointes, restait là, observant les petits détails, un brin de lierre pris dans la dentelle du poignet de la défunte, l'absence de sac à main, l'étrange façon dont ses chaussures n'avaient laissé aucune trace dans la neige menant à la fontaine. Elle mémorise chaque détail, comme si elle les tissait en un motif que seule elle pouvait voir. Le corps est transporté au presbytère en attendant les funérailles. À la tombée de la nuit, la place était de nouveau déserte, mais le silence y était différent, rompu non par le bruit, mais par la pensée. Les fenêtres s'illuminèrent tôt, les rideaux frémirent. Le village se réfugia chez lui dans la sécurité des spéculations. Ce soir-là, le thé chez les Bantry se transforma en un conseil informel d'incrédulité. Madame Price Ridley, soucieuse comme toujours de paraître informée, y voit un signe avant-coureur du déclin des mœurs. Le docteur Haydock, d'un ton sec et patient, s'y oppose. « Pas les mœurs, ma chère dame. Quelqu'un les a sans doute perdues. » Madame Bantry trouvait cela à la fois tragique et fascinant. « Croyez-vous qu'elle ait des ennemis ?» Elle paraissait toujours si placide. Miss Marple, assise tranquillement près du feu, remuait son thé sans lever les yeux. « Les apparences paisibles, dit-elle doucement, sont souvent les plus fragiles. J'ai connu une dame dont le sourire était le même le jour où elle avait appris l'infidélité de son mari,
et le jour où elle avait empoisonné ses bégonias. Un bref silence suivit. Madame Bantry toussa délicatement et changea de sujet pour parler de couronne funéraire. Mais le regard de Miss Marple, légèrement réfléchissant à la lueur du feu, était ailleurs. Toquin, Manor Cottage, une lueur filtrait encore à la fenêtre du bureau de M. Lauder, à l'étage, bien que ce dernier fût à Londres depuis mardi. On se demandait s'il était rentré, si la police l'avait fait venir, si le mariage des Lauder avait été aussi paisible qu'il y paraissait. La plupart concluent que non. À St. Mary Mead, on ne faisait pas bonne figure. Le lendemain matin, les inévitables questions de la police, les politesses évasives, et le village se divisèrent nettement entre ceux qui avaient toujours soupçonné quelque chose et ceux qui étaient profondément choqués. La femme du vicaire assurait à tous que le péché trouve même les plus beaux rideaux, tandis que le commis de l'épicier jurait avoir vu Madame Lauder se diriger vers la place au crépuscule, avant d'insister sur le fait qu'il aurait pu s'agir de quelqu'un d'autre, portant le même manteau et le même chapeau. Vérité et fiction se mêlaient librement, chaque récit enjolivant sa propre vertu. Miss Marple fit une brève visite au presbytère, apportant un petit bouquet de fleurs d'hiver par pure décence. Elle se tint près du corps, recouvert, et écouta la conversation à voix basse du docteur avec le colonel Melchett. « Le froid incertain perturbe le corps, disait-il. Il s'est peut-être écoulé beaucoup de temps hier soir. » Melchett fronça les sourcils. « Aucun signe de vol. Aucun. La bourse est intacte, l'alliance aussi. » Le regard de Miss Marple se porta sur le bord de la table où quelques gouttes avaient percé la couronne de fleurs en train de fondre. Elle laissait de légers cercles, comme des larmes, sur le bois poli. En sortant, elle croisa la femme du pasteur qui disposait des chaises pour une réunion de prière. « C'est affreux, Miss Marple !» s'exclama-t-elle en agitant les mains. Et pourtant, elle avait l'air si respectable. La vieille dame sourit gentiment. « Ma chère respectabilité n'est pas synonyme de bonté. Ce n'est que le cadre qui entoure le tableau, et parfois, le tableau est tout autre chose. » Le soir venu, la neige avait durci à nouveau, transformant les allées en glace. Par sa fenêtre, Miss Marple aperçut la fontaine, faiblement éclairée par la lampe, son bassin dégagé, mais sa présence glaciale intacte. Elle pensa à la couronne, à la main pâle de Madame Lauder qui s'en approchait et au silence qui précéda le cri. Derrière les conversations polies, elle percevait le faible rythme du mensonge, un battement de cœur étouffé par les convenances. Elle reprit son tricot, la laine douce et souple sous ses doigts. Pourtant, sans savoir pourquoi, elle se mit à défaire un rang qu'elle venait de terminer en repassant le fil à l'envers. Parfois, songea-t-elle, le motif n'avait de sens que vu à l'envers. Le son des cloches de l'église résonnait faiblement dans la soirée, tandis que Miss Marple posait son tricot. L'écharpe reposait en spirale sur ses genoux, mais ses pensées s'étaient déjà égarées. « Il y aurait une brève enquête », avait dit le colonel Melchett, pour sauver les apparences. Cette phrase lui avait paru à la fois juste et tragique. Les apparences avaient toujours régné sur St. Mary Mead, des sourires bienveillants dissimulant l'envie, des kermesses masquant les querelles. Et maintenant, peut-être, une mort orchestrée, avec autant d'habileté qu'un thé de l'après-midi. Le lendemain matin, le colonel Melchett se présenta en personne devant le portail du jardin de Miss Marple. Son expression était calme, mais elle remarqua que son regard était fatigué, comme celui d'un homme chargé de dissimuler des émotions qui ne sont pas les siennes. « Puis-je vous demander un mot, Miss Marple ? Vous semblez toujours percevoir les sous-entendus. » Elle le conduisit au salon où le feu crépitait doucement et lui offrit du thé qu'il refusa avec son efficacité habituelle. « Nous avons parlé au personnel de Manor Cottage, dit-il. La servante, hors d'elle,
prétend que Madame Lauder était agitée ces dernières semaines, inquiète de quelque chose. Aucune raison claire n'a été donnée. Monsieur Lauder, bien sûr, est toujours à Londres et dit qu'il prend le premier train. Miss Marple écoutait, les mains jointes. « La peur, dit-elle d'une voix douce, est un état bien particulier, colonel. On craint rarement la chose elle-même, mais plutôt ce qu'elle révélera. » Il esquissa un sourire. « Vous voulez dire la conscience ? » ?»« Pas toujours, » répondit-elle. « Parfois, c'est la peur des commérages qui accomplissent ce que la vérité n'a jamais pu. » Au poste de police, à quelques pas de la boucherie, les agents étaient occupés à recueillir les dépositions. Le garçon d'épicerie répéta son récit, y ajoutant de nouvelles tournures. Madame Price Ridley insistait sur le fait qu'elle avait vu Madame Lauder converser près de la poste 1 heure seulement avant la découverte du corps. Pourtant, personne ne parvenait à se mettre d'accord sur ce qu'elle portait, ni même si elle tenait quelque chose à la main. La mémoire, songea Miss Marple, était une servante traîtresse, toujours prompte à plaire et rarement fiable. Le docteur Haydock arriva pour présenter ses conclusions, d'un ton sec. Coupe à la tête, instruments indéterminés, peut-être en métal, peut-être en pierre. Ni vol, ni accident. L'heure du décès se situe entre 10 heures et minuit. Le colonel Melchett soupira. Nous recherchons donc quelqu'un qui avait une raison de la rencontrer ou de la suivre après la tombée de la nuit. Ou, murmura Miss Marple, quelqu'un en qui elle avait suffisamment confiance pour marcher à ses côtés. Le colonel lui jeta un regard en coin, mi-admiratif, mi-méfiant. « Vous avez le don de compliquer les choses simples, Miss Marple. La vie, colonel, dit-elle, n'est jamais simple quand l'orgueil s'en mêle. » À midi, les ragots s'étaient mués en un véritable récit. Au Blue Boar, le tenancier jura que Madame Lauder avait surpris une dispute la semaine précédente avec un jeune homme, le peintre Hartnell, celui qui réalisait les portraits pour le comité de la foire. Interrogé, Hartnell admit le connaître, mais nia toute malversation. Elle voulait que l'on retouche le portrait de son mari pour adoucir la bouche, dit-il en évitant le regard de Melchett. Je lui ai dit que je ne modifiais pas les portraits. Elle était vexée. Sa nervosité parut sincère à Miss Marple, mais elle savait que la culpabilité pouvait la stimuler. Elle ne dit rien, se contentant d'observer la façon dont il polissait ses lunettes, trop souvent, comme pour effacer la trace d'un visage étranger. Cet après-midi-là, elle se rendit lentement au cimetière, où le gel persistait. Les villageois avaient repris leurs habitudes, ou du moins les simulaient. Des enfants glissèrent sur l'étang et le sacristain déneigeait le porche. Mais Miss Marple remarqua les regards. Le silence soudain au croisement. L'église Saint-Mary-Mead retenait son souffle, comme toujours lorsque la vertu était scrutée. Près de la fontaine, la silhouette indistincte de la couronne subsistait, aplatie par la fonte et le régel. Elle se pencha légèrement et effleura la glace de sa main gantée. Là, coincé dans la jointure entre le socle et le dallage, se trouvait quelque chose de petit, un fil de ruban bleu pâle, de la même nuance que celle qu'elle avait tricotée la veille. Elle était droite, pensive. Une coïncidence, peut-être, mais les coïncidences dans les affaires de meurtre étaient aussi rares que la sincérité dans les commérages. Ce soir-là, elle écrivit un petit mot à M. Lauder, à l'auberge, lui demandant de prendre de ses nouvelles des œuvres caritatives de sa défunte épouse. La signature était d'une modestie soignée, bien que ses yeux fussent empreints d'une détermination. Lorsqu'il passa le lendemain matin, il paraissait épuisé et étrangement soulagé qu'on l'interroge. « Elle n'était pas heureuse ici, dit-il d'emblée, avant même qu'on lui pose la question. Un endroit trop petit, trop de regards. Son ton mêlait affection et lassitude. Londres, les théâtres et la compagnie lui manquaient, mais elle gardait les apparences, comme il se doit. » Miss Marple hocha légèrement la tête.
Les apparences peuvent coûter très cher, monsieur l'odeur. Il laissa échapper un petit rire amer. En effet, et pourtant, tout le monde en paie le prix. Tandis qu'il parlait, elle remarqua une légère marque près de son poignet, une fine ligne sombre comme une brûlure ou une trace de corde. Il croisa son regard et sourit rapidement, la dissimulant avec sa manche. « Un accident de jardinage, dit-il. Un filet de désherbage. » C'était plausible, trop plausible, le genre de détail répété à l'envi. Après son départ, elle resta assise tranquillement près de la fenêtre, la lettre toujours posée sur la table entre eux. Dehors, la neige recommençait à tomber, de petits flocons délicats, imperceptibles, jusqu'à ce qu'ils se déposent. En les observant, Miss Marple songea à la facilité avec laquelle un flocon en effaçait un autre, à la façon dont un simple mensonge poli pouvait ensevelir 1000 petites trahisons. Elle était persuadée que, quelque part au sein de cette blancheur, la véritable forme du crime se dessinait déjà. Il lui suffisait d'attendre qu'elle se stabilise. La neige continua de tomber toute la nuit, plongeant le village dans un silence presque religieux. Au matin, St. Mary Mead semblait avoir été fraîchement déneigée, les toits aux contours adoucis, les sentiers à demi dissimulés, la fontaine elle-même coiffée d'une couronne blanche innocente. Mais l'innocence, pensa Miss Marple, était souvent le déguisement le plus facile à porter. Assise à sa fenêtre, son thé refroidissant à côté d'elle, elle observa le sergent Lake passer, son carnet à la main, le visage empreint d'une autorité forcée. Le premier suspect, se doutait-elle, avait déjà été choisi. Il était inévitable que les soupçons se portent sur M. Lauder. Un mari opportunément absent, une femme retrouvée morte et un soupçon de mésentente conjugale, une combinaison irrésistible pour la logique villageoise. Le colonel Melchett, pourtant, semblait sceptique face à l'évidence. C'est un homme froid, certes, admit-il lors de sa visite de l'après-midi, mais pas, je crois, violent. Il y a quelque chose de théâtral dans toute cette affaire. La couronne, la fontaine, le timing. On dirait une mise en scène. Miss Marple hocha la tête, pensive. Les mises en scène, colonel, ont toujours un public. Le plus difficile est de savoir qui était censé y assister. L'enquête s'était accélérée, moins grâce aux preuves qu'à l'élan initial. Le garçon d'épicerie jurait désormais avoir entendu des voix près de la fontaine ce soir-là, l'une en colère, l'autre suppliante. Madame Price Ridley déclara avoir aperçu une silhouette dans un pardessus sombre quitter la ruelle. La femme du vicaire mentionna, avec une gravité teintée d'excuse, que Madame Lauder avait prévu un don privé à l'église, mais souhaitait qu'il reste confidentiel. Miss Marple, en entendant cela, haussa légèrement les sourcils. Le secret, lorsqu'il est dissimulé sous des apparences de vertu, est rarement inoffensif. À midi, le peintre, M. Hartnell, fut de nouveau convoqué pour être interrogé. Son attitude était cette fois si provocante, peut-être même préparée. « Je n'y suis pour rien », dit-il, elle voulait simplement poser pour un autre portrait. Elle a dit que son mari ne l'appréciait pas. « Ce n'est pas de ma faute, n'est-ce pas ?» Le ton du colonel Melchett était calme. « Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ?»« Cet après-midi, » répondit Hartnell près de la poste. Elle avait l'air soucieuse, mais elle avait toujours cette expression quand elle se sentait observée. Miss Marple, qu'on avait autorisée à rester discrètement, assise dans un coin, telle une sorte de baromètre moral, comme le colonel l'avait un jour surnommé, observait le jeune homme avec un intérêt silencieux. Elle remarqua qu'il avait encore de la peinture sous les ongles, ocre rouge et non cramoisi, même si l'on aurait facilement pu la confondre avec du sang. Elle ne dit rien, se contentant d'un léger sourire lorsqu'il croisa son regard, ce qui le déconcerta plus que n'importe quelle question. Plus tard, tandis que la police recueillait les témoignages, Miss Marple se rendit au manoir. La neige était encore immaculée sur l'allée du jardin,
à l'exception d'une simple trace de pas laissée par les bottes du gendarme. À l'intérieur, la servante, une jeune fille timide nommée Elsie, rangeait le linge d'une main tremblante. « Je n'aurais jamais cru qu'elle sortait seule ce soir-là, » dit Elsie d'une voix tremblante. Elle était agitée, mais douce. Elle n'arrêtait pas de demander si le courrier était arrivé et si j'avais vu quelqu'un qui attendait près du portail. Puis elle m'a dit que je devrais me coucher tôt et qu'elle n'aurait aucun problème. Miss Marple l'écouta avec bienveillance, l'encourageant de quelques mots doux. Et elle n'a pas dit qui elle allait voir. Non, madame. Seulement qu'elle voulait arranger les choses. Miss Marple jeta un coup d'œil au petit salon. Tout était à sa place, l'horloge critiquée régulièrement. Les coussins étaient parfaitement disposés. Pourtant, cette perfection semblait artificielle, comme si quelqu'un avait rangé après coup, forçant les émotions à s'imposer. Sur la cheminée reposait une photographie de monsieur et madame Loder ensemble. Lui avec une expression sévère, elle avec un sourire délicat, une main posée légèrement sur son épaule. Les doigts sur la photo paraissaient presque trop immobiles, comme ceux de quelqu'un habitué à feindre la tendresse plutôt qu'à la ressentir. À son retour, la première personne qu'elle rencontra fut madame Bantry, toute rouge d'excitation. « Ma chère Jane, vous n'allez pas le croire, on a trouvé quelque chose près de la poste. » Son sac à main, à moitié enfoui sous la neige, bien sûr. On dit qu'il y avait encore de l'argent dedans et un mouchoir taché de rouge à lèvres. Miss Marple acquiesça d'un petit signe de tête. Du rouge à lèvres, ma chère? Quelle modernité! Un signe de vanité, ou peut-être de déguisement. Ce soir-là, l'atmosphère du village changea subtilement. Les rumeurs de scandale ne se limitent qu'à un plus haut l'odeur, mais s'étendent au peintre. Certains disaient qu'il avait admiré madame Loder trop ouvertement. D'autres prétendaient qu'elle l'avait humilié en refusant de poser à nouveau. Les ragots, telle la neige, recouvraient toute trace avec le même enthousiasme. Pourtant, sous ce brouhaha, Miss Marple percevait un autre courant sous-jacent, une histoire plus discrète, racontée non par les mots, mais par la façon dont les gens hésitaient avant de parler ou détournèrent le regard trop tôt. Au crépuscule, elle se tenait de nouveau près de sa fenêtre. L'écharpe posée sur ses genoux avait grandi et s'était parée d'élégance, mais un léger défaut était apparu près de son centre, une simple maille tordue à l'envers. Elle la fixa du regard, défaisant lentement la laine qui se détendait entre ses mains. « Un motif, murmura-t-elle doucement, est rarement gâché par accident. Il est gâché quand on fait semblant de ne pas voir le défaut. » Dehors, le sergent Lake traversa la place, un paquet de papiers à la main, en direction du commissariat. Il s'arrêta devant la fontaine, jetant un dernier regard en arrière, comme s'il hésitait à lui tourner le dos. La lumière du lampadaire éclairait la glace d'une manière particulière, révélant un faible éclat sous une surface métallique, à demi enfouie et attendant de fondre. Le sergent Lake s'accroupit près de la fontaine, son souffle formant de pâles volutes dans l'air. Le reflet métallique qu'il avait aperçu se révéla, sous un léger crissement de neige, être la courbe d'un petit miroir de poche. Sa surface était fissurée en son centre, captant des fragments de lumière de lampe comme un œil indiscret. Il le souleva délicatement d'une main gantée et le glissa dans sa poche avant de se précipiter vers le poste de police. La place, un instant troublée, retrouva son silence, mais Miss Marple avait observé depuis sa fenêtre une ombre se mouvoir derrière de la dentelle. Elle avait longtemps cru que les choses importantes se trouvaient rarement par ceux qui les cherchaient trop directement. La découverte, d'après son expérience, était un acte de patience. Le lendemain matin, elle saurait ce que signifiait ce miroir. Le village, bien sûr, fut mis au courant avant midi.
Madame Price Ridley déclara qu'un miroir de dame à un tel endroit ne pouvait signifier que vanité ou culpabilité, tandis que Madame Bantry, à l'imagination plus vive, supposa qu'il avait été jeté là par désespoir. Toutes deux, à leur manière, avaient presque touché la vérité, pensa Miss Marple, car vanité et désespoir étaient rarement étrangers l'un à l'autre. Le colonel Melchett fit son apparition cet après-midi-là, visiblement ravi d'avoir enfin un indice concret, un miroir, fêlé et taché de sang sur le bord. Il pouvait être à elle, ou à n'importe qui. Ses initiales étaient légèrement gravées au dos, ce qui était déjà plus que ce que nous avions jusqu'alors. Le plus étrange, c'était l'endroit où il se trouvait, coincé sous le rebord gelé, comme si quelqu'un avait voulu qu'il disparaisse avec le dégel. Miss Marple examina le miroir en silence. « On cache souvent ce qu'on ne supporte pas de voir refléter, colonel. Le plus difficile est de savoir si c'est soi-même ou quelqu'un d'autre. » Le colonel la regarda avec une curiosité impatiente, habitué désormais à sa gentillesse énigmatique. « Nous allons y chercher des empreintes, dit-il, même si la moitié du comté s'en est probablement déjà chargée. Il marque une pause, jetant un coup d'œil aux rangées impeccables de laine sur son fauteuil. « Vous pensez que cela signifie plus qu'un simple hasard ? Le hasard, répondit-elle, n'a que peu à voir avec ce qui se passe près des fontaines. Il y a quelque chose de rituel dans l'eau, même salée. Au fil de la journée, Miss Marple entreprend sa promenade habituelle vers la poste. Le chemin était salé, l'air imprégné d'une odeur de fumée de charbon et de neige fondue. Les villageois la saluèrent avec un mélange de respect et de curiosité. Chacun savait qu'elle avait l'oreille du colonel, et ce fait avait une gravité discrète. Près de la place, elle rencontra le jeune monsieur Hartnell, dont le manteau était légèrement taché de couleur. Il paraissait épuisé, le visage tiré. « Ils pensent que c'est moi, n'est-ce pas ?» dit-il brusquement. « Je le vois bien à la façon dont les gens me regardent, comme si j'avais peint quelque chose d'indécent. » Miss Marple sourit doucement. « La culpabilité, mon cher, revêt bien des masques, mais l'apitoiement sur soi ne trompe personne. Pourquoi ne pas me dire plutôt ce qui tourmentait Madame Lauder à la fin de sa vie ?» Il hésita, puis soupira. Elle posait d'étranges questions sur le reflet. Si l'on pouvait modifier une image sans en altérer la vérité. Elle disait parfois avoir l'impression de vivre derrière une vitre. Les gens ne voyaient que ce qu'elle leur laissait voir. Il détourna le regard, sa voix s'adoucit. Elle était gentille, pourtant, pas vaniteuse, juste effrayée par la banalité. Cette remarque marqua longtemps Miss Marple après son départ. Le miroir brisé, le ruban bleu, la fontaine soigneusement mise en scène, tout évoquait la mise en scène, l'image, la fragile paix entre ce que l'on montre et ce que l'on cache. À St. Mary Mead, la paix elle-même n'était qu'une performance. Le miroir, soupçonnait-elle, n'avait pas été laissé tomber, mais placé là, précisément pour refléter l'indicible. Au crépuscule, elle rendit une nouvelle visite au Manor Cottage. Les gendarmes étaient partis. La gouvernante du manoir était venue prêter main forte. Dans le salon silencieux, Miss Marple se tenait devant la cheminée, son regard suivant les contours flous des meubles récemment déplacés. Sur le buffet, un cadre photo en argent était posé face cachée. Elle le retourna délicatement et découvrit un portrait de Madame Lauder, seule, indubitablement peint par M. Hartnell. Mais les traits avaient été modifiés. Le regard était plus doux, plus jeune, la bouche esquissait un léger sourire. Un reflet poli, à la perfection. Elle remit le cadre en place avec précaution. Derrière elle, Elsie entra en faisant une révérence maladroite. « On m'a dit de me concentrer sur mon travail, madame. C'est difficile pourtant. Elle n'a jamais été cruelle, contrairement à ce que certains prétendent. Juste un secret. » Le ton de Miss Marple était aimable mais précis. Les secrets, Elsie, ont un poids. Parfois, ceux qui les gardent se fatiguent beaucoup.
La jeune fille hocha la tête en tordant son tablier. Elle avait reçu une visite ce soir-là, avant de sortir. Une dame, je crois. Je n'ai aperçu que l'arrière de son chapeau. J'ai cru que c'était celui de Madame Bantry, mais je n'en étais pas sûr. Quand Miss Marple partit, la neige s'était muée en une fine bruine. La fontaine ruisselait faiblement, laissant fondre sa couche de glace en filaments irréguliers. Elle s'arrêta, observant son propre reflet scintiller et se déformer dans l'eau qui fondait. Le miroir du village, pensa-t-elle, subissait le même phénomène, fondant à nouveau pour retrouver sa réalité, mais de façon inégale, dangereusement. De retour chez elle, elle posa l'écharpe bleue et prit son carnet, non pour écrire, mais pour glisser une fleur séchée entre ses pages. C'était un lys, délicat et légèrement fané, cueilli sur la couronne, près de la fontaine. Sa blancheur avait viré au gris, mais sa forme restait immaculée, intacte, préservée de toute décomposition. Cela lui rappela que la pureté, une fois affichée, survit rarement aux intempéries. Le lys pressé reposait entre les pages du carnet. Sa pâleur s'adoucissait sous la lumière de la lampe. Miss Marple referma délicatement le carnet et écouta la pluie tambouriner contre la vitre. Dans ce rythme, elle perçoit l'ébauche d'une réponse, non pas une révélation encore, mais l'ébauche d'une intention. Elle pouvait presque sentir l'entrelacement de la vanité, du secret et de la pitié. Le miroir et la couronne, le portrait et le chapeau, autant de petits instruments d'une mise en scène plus vaste. Ce dont elle avait besoin à présent, ce n'était pas de preuves, mais d'aveux, verbaux ou non. Le lendemain matin, le ciel était gris et humide. La neige avait fondu en une neige fondue scintillante. La fontaine goutte sans cesse, comme une horloge qui marque un temps incertain. Le colonel Melchett arriva après le petit déjeuner, les bottes lourdes de boue. « Nous avons confirmé que le miroir lui appartenait », dit-il sans cérémonie. « Pas d'empreinte à conserver, bien sûr, mais c'est déjà ça. Et le récit de la servante concernant la visiteuse complique les choses. » Il fronça les sourcils. « Si une autre femme est venue ce soir-là, nous ne pouvons pas encore dire qui. Les Bantry jurent qu'ils étaient au presbytère jusqu'à 10 heures. » Miss Marple esquissa un sourire. « Oh, je ne doute jamais de l'agenda mondain des Bantry, colonel. Mais les chapeaux voyagent, vous savez. Ils ont une vie bien à eux, indépendante de celle qui les porte. » Il laissa échapper un petit rire malgré lui, puis devint pensif. « Vous croyez que la servante a pris un chapeau pour une personne ? Ou une personne pour un chapeau ?» demanda-t-elle doucement. À St. Mary Mead, les apparences sont plus fiables que les visages et on y prête davantage attention. Plus tard dans la journée, elle passe au Blue Boar, soi-disant pour prendre le thé, mais en réalité pour bavarder. M. Hartnell était de nouveau là, son carnet de croquis ouvert, la main traçant des traits rapides sur le papier. Elle lui demanda si elle pouvait regarder. Il hésita, puis le lui tendit. Le croquis représentait la fontaine qui dégelait, scintillante, solitaire, et à côté, la silhouette d'une femme sans visage, seulement un faible reflet à la place de ses traits. « L'idée m'est venue la nuit dernière, » dit-il doucement. « Je rêve sans cesse d'elle, là, debout. Pas morte, elle attend, comme si elle voulait qu'on la remarque. » Le ton de Miss Marple était doux. « Les rêves, Monsieur Hartnell, arrangent souvent ce que la conscience laisse en désordre. Vous teniez à elle ?» Sa mâchoire se crispa. Elle était gentille avec moi et croyait en mon travail. Mais cela ne me rend pas coupable. « Non, » acquiesça Miss Marple, « cela vous rend humain. » Ces mots m'apaisent, mais son regard s'attarde sur le croquis. Il avait dessiné la couronne avec une précision trop grande pour quelque chose qu'il n'avait jamais vu clairement. Elle met cette observation de côté, comme on retient un fil pour plus tard. L'après-midi venu, le village s'agitait. Les spéculations se tournèrent vers l'intérieur, chaque conversation teintée d'accusation.
Miss Marple s'arrêta au presbytère, où Madame Clement supervisait une collecte de charité. « Quelle tâche affreuse !» soupira la femme du pasteur en pliant du linge. « Et le pauvre mari est si calme, presque d'un calme surnaturel. » Miss Marple acquiesça. « Le chagrin prend bien des formes, ma chère. Parfois, il se pare de maîtrise, parfois de silence. » Elle marque une pause. « Vous souvenez-vous si Madame Loder avait une amie proche? Seulement Madame Bantry, je crois. Elles partageaient leurs notes de jardinage et siégeaient dans des comités. Pourquoi? Parce que quelqu'un avait laissé une tasse de thé à moitié bu au salon ce soir-là, et Madame Bantry y ajoute toujours une tranche de citron. Les Loder, eux, ne le faisaient jamais. » Madame Clément cligna des yeux, incertaine. « Vous voulez dire qu'elle était là? » « Peut-être pas à elle, » dit doucement Miss Marple, mais quelqu'un en qui elle avait suffisamment confiance pour lui servir un verre. Le silence qui suivit sembla s'épaissir, comme le brouillard autour d'une lampe. Quand elle rentra chez elle, la nuit était déjà tombée. Elle trouva un mot glissé sous sa porte, une enveloppe humide de pluie, adressée d'une écriture hâtive. À l'intérieur, une seule ligne, s'il vous plaît, ne les laissez pas l'accuser. Il y a des choses que vous ignorez. Pas de signature, aucun indice, si ce n'est un léger parfum de violette, le même que celui que Madame Loder affectionnait. Miss Marple examina le papier à la lumière. L'encre avait légèrement bavé, comme si la main de l'auteur avait tremblé. Le colonel Melchett arriva moins d'une heure plus tard, exaspéré. Le mari s'est présenté avec de nouvelles informations. Sa femme recevait des lettres anonymes depuis des semaines. Nous en avons trouvé une à moitié brûlée dans la cheminée. Il était question d'une trahison, d'une dette impayée. Il marque une pause, voyant son expression. « Vous vous en doutiez déjà, n'est-ce pas ?»« Non, pas deviné, » répondit Miss Marple. « Constaté. Il n'y a qu'un nombre limité de secrets, colonel, et la dette, qu'elle soit affective ou autre, est la plus tenace. » Elle lui montra le billet non signé, et pendant un instant, ils le contemplèrent ensemble. Puis il dit « Ça pourrait être Hartnell, qui essaie de la protéger. Ou quelqu'un d'autre qui essaie de protéger le sien, » murmura-t-elle. Cette nuit-là, le village dormit d'un sommeil agité. La pluie se changea en grésil, tambourinant sur les toits. Miss Marple était assise près du feu, son tricot posé. Les flammes se reflétaient faiblement dans la vitrine d'en face, se brisant en 1000 morceaux à chacun de ses mouvements. Elle repensa à Madame Loder, une femme qui vivait derrière une vitre, craignant ce que la vérité pourrait révéler si jamais elle la regardait en retour. Quelque part dans ce reflet, quelqu'un d'autre avait entrevu sa propre ruine. Le feu crépitait doucement, projetant une lumière diffuse sur les murs. À cet instant, Miss Marple comprit que le miroir et la fontaine ne faisaient qu'un, deux surfaces propices à l'illusion, deux surfaces capables de révéler ce qui se cachait dessous une fois brisé. Dehors, des pas passèrent devant son portail, lents, hésitants, comme si quelqu'un s'attardait là, ne sachant pas s'il fallait frapper. Les pas s'arrêtèrent juste derrière la haie. Miss Marple resta immobile, le visage baigné par la douce lueur du feu, attendant non par peur, mais par habitude. D'expérience, la vérité frappait rarement hardiment, elle planait, hésitante à entrer. Un léger bruissement suivit, puis le grincement du portail. Lorsqu'elle ouvrit sa porte, elle trouva Elsie, la servante de Manor Cottage, pâle et tremblante sous un fin châle. Ses yeux étaient grands ouverts, non de culpabilité, mais de terreur. « Je vous en prie, madame, » murmura-t-elle. « Je ne savais pas où aller. Ils croiront que je mens si je le répète. » Miss Marple la fit entrer, l'installa près de la cheminée et versa un peu de brandy dans son thé. Les mains de la fillette tremblaient tandis qu'elle tenait la tasse. « De quoi vous souvenez-vous, ma petite ?»
La réponse vint avec hésitation. Ce n'était pas le chapeau de Madame Bantry que j'ai vu ce soir-là. Je crois que c'était celui de Madame Lauder. Mais quelqu'un d'autre portait son manteau. Je l'ai retrouvé mouillé, suspendu dans le garde-manger le lendemain matin. Et elle était sortie, sans. L'expression de Miss Marple ne changea pas, bien que son esprit se soit mis à réfléchir intensément. « Êtes-vous absolument certaine ?»« Oui, madame. » Et les boutons étaient cousus à l'envers. Le gauche par-dessus le droit. Une petite erreur, certes, mais cruciale, le genre d'erreur que seule la précipitation ou la tromperie peuvent engendrer. Avez-vous prévenu la police? Non, madame. J'ai pensé que cela ferait ridicule. La folie, dit doucement Miss Marple, est souvent synonyme d'honnêteté. Avant qu'elle n'ait pu ajouter un mot, on frappa précipitamment à la porte. Le colonel Melchett se tenait dehors, son manteau luisant de grésil, le visage crispé. « Encore un développement, je le crains », dit-il d'un ton sombre une fois à l'intérieur. Hartnell a disparu. Il a emballé ses peintures et laissé un mot disant qu'il partait là où son reflet ne le trouvera pas. Nous avons retrouvé son vélo près de l'ancienne carrière. Miss Marple soupira doucement. Les carrières, colonel, sont un peu comme les consciences. Les gens croient pouvoir y enterrer des choses, mais la terre a une façon bien à elle de les leur rendre. Le colonel paraissait las. Nous avons déjà des hommes à sa recherche. S'il a fui, cela ne fera qu'empirer les choses. Ou, dit-elle, cela évitera à d'autres d'avoir à le faire passer pour coupable. Il hésite. Vous croyez qu'il est innocent? Je crois, répondit Miss Marple, que l'innocence et la culpabilité vont rarement de pair. Elles partagent souvent le même parapluie. Lorsque le colonel partit, elle se retourna vers Elsie, qui fixait le feu. Madame Lauder avait-elle reçu ce courrier ce soir-là? La fillette acquiesça. « Oui, madame, une lettre qu'elle ne voulait pas que je voie. Elle l'a déchirée. Mais j'en ai aperçu un bout. Il y était question d'un paiement en nature et d'un rendez-vous près de la fontaine, par souci de discrétion. » Le regard de Miss Marple s'attarda sur les flammes. « Discrétion », murmura-t-elle, le mot le plus dangereux de la langue anglaise. Il a excusé plus de cruauté que la passion. Au matin, la nouvelle de la disparition du peintre s'était répandue dans toute la rue principale, et l'affaire prenait une tournure plus sombre. Madame Price Ridley évoquait un tempérament d'artiste, tandis que Madame Bantry le qualifiait de romantique au sens le plus péjoratif du terme. La fontaine, à moitié dégelée, luisait sous un soleil faible, désormais froid seulement, et non plus gelé. Un agent de police montait la garde à proximité, ses bottes s'enfonçant dans la boue. Les restes de la couronne avaient été enlevés, mais l'endroit conservait une étrange solennité, comme si le souvenir lui-même refusait de s'effacer. Miss Marple s'y rend seule, sa silhouette menue à peine visible sur le carré pâle. Elle examina le socle où l'on avait trouvé le miroir et remarqua une légère tache sur la pierre. Non pas du sang cette fois, mais du rouge à lèvres, délicatement étalé comme à la main. Elle sortit un mouchoir et les fleurs. Faibles, mais délibérées. Pas la marque d'une lutte. Une signature, peut-être le dernier geste de quelqu'un qui avait compris l'art de la mise en scène jusqu'au bout. À cet instant, elle entendit des pas derrière elle, la démarche rapide et irrégulière de M. Lauder. « Vous ne devriez pas être ici, Miss Marple, » dit-il d'une voix rauque. C'est indécent de la regarder ainsi, à l'endroit où elle est tombée. Elle soutint son regard droit dans les yeux. Il n'y a rien d'indécent à se souvenir, monsieur Lauder, seulement à feindre. Son visage se durcit. J'en ai assez des commérages, assez de ces gens qui disent tant des choses qu'ils ne peuvent prouver. La preuve, dit-elle, est rarement la même chose que la vérité. L'une satisfait la loi, l'autre la conscience. Il se retourna brusquement et s'éloigna, mais son pas hésita un instant, comme si le sol sous ses pieds était instable. Ce soir-là,
un agent de police se présente chez Miss Marple avec une enveloppe scellée. De la part du commissariat, madame. Trouvée près de la carrière. À l'intérieur se trouvait le carnet de croquis de Hartnell, humide et déchiré. La plupart des pages étaient un peu abîmées par l'eau, mais l'une d'elles avait survécu un dessin inachevé du visage de madame Lauder, se reflétant dans un miroir. Seulement, cette fois, le reflet était différent. Son expression était dure, presque cruelle, ses yeux fixant l'extérieur plutôt que l'intérieur. Et dans un coin, de fins traits de crayon appelaient un seul mot « échange ». Miss Marple referma le livre avec précaution. Le sens lui échappait, comme le reflet d'une bougie dans un verre familier, mais inversé. Dehors, le tonnerre grondait faiblement sur les collines. Elle sentait le schéma se modifier, la surface polie commençait à se fissurer. Au loin, la fontaine commença à déborder sous la pluie du soir, l'eau ruisselant comme une force qui s'éveille. Et dans cette lente cascade, elle sut qu'une autre vérité allait surgir, une vérité qu'aucune tempête ne pourrait effacer. Le murmure de la fontaine s'était fait plus régulier à l'aube, le dégel achevé, sa surface de nouveau capable de refléter les reflets. Miss Marple observait depuis son salon les villageois traverser la place. Chaque regard furtif se dirigeant vers cet endroit, chaque murmure épaississant un peu plus le mystère. La vérité, pensa-t-elle, était comme l'eau, claire seulement lorsqu'on la laisse tranquille. Et pourtant, c'était précisément ce qu'il fallait à présent troubler l'atmosphère. Elle passe la matinée à rédiger 3 petits mots, chacun de sa belle écriture soignée. L'un était destiné au colonel Melchett, un autre à Madame Bantry, et le troisième, remis en main propre par le garçon de course du vicaire, à Monsieur Lauder, à l'auberge. Napon 16. Message était identique. Thé à 4 heures. Une question de conscience et de bienséance. Elle posa la plume, se versa une tasse de thé au lait bien dosé et parut satisfaite, même si seule l'horloge témoignait de son intention. À leur arrivée, l'orage avait repris, une pluie fine voilant les fenêtres de traînée. Le salon était éclairé par la lueur des lampes, l'air chaud et légèrement parfumé de jacinthe. Le colonel Melchett était assis près du feu, Madame Bantry, grave et silencieuse, était aux aguets, et M. Lauder, tendu comme s'il s'attendait à ce qu'une accusation éclate dans un verre d'eau. Miss Marple, quant à elle, était douce et posée, servant chaque invité avec une parfaite courtoisie. « J'ai bien peur, commença-t-elle, que notre village ait été dur envers lui-même ces derniers temps. Nous avons pris les apparences pour le fond et les commérages pour la compréhension. Je me suis dit qu'un peu de franchise nous ferait du bien. Son ton était doux, mais l'effet était celui d'une cloche qui sonne discrètement dans le brouillard. Madame Bantry se pencha en avant, impatiente. « Vous voulez dire que vous avez découvert quelque chose ?»« Seulement ce qui était déjà visible, » répondit Miss Marple. « Nous regardions tous la fontaine, mais pas ce qu'elle reflétait. » Elle se tourna vers M. Lauder. « Le miroir de poche de votre femme s'est brisé, certes, mais il est toujours révélateur. Je me demande quelle image il contenait la dernière fois que vous l'avez vu. » Son visage se crispa. « Je ne sais pas où vous voulez en venir. C'est justement le problème, » dit-elle gentiment. « Vous aviez des idées, monsieur Lauder, à son sujet, au sujet de monsieur Hartnell, sur ce que le village devait penser. Mais peut-être avez-vous plus de sentiments que de faits. » Melchett s'agita, mal à l'aise. « Miss Marple, ce n'est pas une accusation, » conclut-elle doucement. « Non, colonel, c'est une épreuve de caractère. Voyez-vous, je crois que Madame Lauder a quitté sa maison ce soir, là pour rencontrer quelqu'un en qui elle avait suffisamment confiance pour se disputer. La question est de savoir qui l'a trouvé en premier, l'homme qui adorait son image, ou celui qui ne supportait pas son reflet. Le silence était aussi glacial que le gel d'antan. Lauder se leva brusquement, sa main effleurant la cheminée.
Vous vous mêlez de la douleur, madame. Oh, la douleur n'a guère besoin de mon aide, répondit Miss Marple, le regard doux mais inflexible. Elle fait déjà assez de dégâts, toute seule. Mais la tromperie, c'est différent. La tromperie prospère sous le vernis de politesse. Elle se tourna vers madame Bantry. Vous avez prêté votre chapeau à madame Lauder il y a 2 semaines pour la kermesse paroissiale, n'est-ce pas? Elle admire le ruban. Madame Bantry cligna des yeux. Mais oui, comment le saviez-vous? Parce que c'est sa visiteuse qui le portait ce soir-là, pas vous, une dame dont la conscience vacillait, mais dont la loyauté demeura intacte. Elle voulait avertir madame Lauder, non lui faire du mal. Melchett fronça les sourcils. Vous voulez dire que quelqu'un d'autre était à la fontaine, quelqu'un dont le cœur était autant lié par les convenances que par la culpabilité, répondit Miss Marple. La fissure du miroir n'était pas due à la chute, elle avait été heurtée plus tôt, peut-être par colère, peut-être par peur. Une querelle entre 2 femmes ne laisse souvent aucun son, seulement l'écho des mots non dits. Les épaules de Lauder s'affaissèrent. Si vous parlez de ma femme et de ses amis, elle n'était certainement pas du genre à s'arrêter, réalisant trop tard à quel point son ton était révélateur. Le regard de Miss Marple s'adoucit. « Monsieur Lauder, j'ai assez vécu pour savoir quand l'orgueil d'un homme l'emporte sur son chagrin. Son indépendance vous a humilié, peut-être aussi sa gentillesse envers un autre homme. Mais ce qui vous a vraiment effrayé, c'est ce qu'elle pourrait révéler. C'est pourquoi vous êtes rentré plus tôt que prévu et pourquoi vous êtes ressorti dès que vous l'avez vue partir. Vous avez pensé la raisonner, mais la raison, comme la réflexion, peut déformer la réalité. » Melchett ouvrit la bouche, mais Miss Marple leva la main. « Je vous en prie, colonel, nous ne sommes pas encore au bout du chemin. Je ne fais qu'exposer les possibilités, comme le ferait n'importe quelle femme, en raccommodant une chaussette, tirant sur les fils qui dépassent pour voir lesquels tiennent. » Elle esquissa un sourire. « Pour l'instant, j'aimerais savoir ce que la fontaine pourrait nous révéler, si nous la regardions attentivement. » La pluie redoublait d'intensité contre la vitre. Lauder fixait le feu, le visage blême. Madame Bantry, sentant la tension, chercha sa tasse à tâtons. Le colonel s'éclaircit la gorge. « Vous avez un but précis, Miss Marple. Dites « le nous ». Elle acquiesça, seulement à 4h30. Le gendarme apporte quelque chose trouvé dans le caniveau du jardin de Manor Cottage. J'imagine que cela pourrait nous aider à comprendre qui a organisé cette dernière rencontre. Le tic-tac de l'horloge résonna. La pluie se fit plus discrète. Le regard de Miss Marple se porta sur la fenêtre, où se dessinait la silhouette floue de la fontaine, dont la surface ondulante captait les derniers rayons du soleil. « C'est curieux, » murmura-t-elle, « comme la vérité commence toujours par un reflet, mais finit dans l'ombre. » Au bruit lointain de pas qui approchaient à l'extérieur, elle croisa soigneusement les mains sur ses genoux et sourit comme si elle s'attendait précisément à ce qui allait arriver. On frappe à la porte à 1h précise. Le gendarme entra, casquette à la main, trempé par la pluie et légèrement contrit de déranger la réception. « Excusez-moi, colonel, mademoiselle Marple, nous avons trouvé quelque chose au manoir, exactement là où vous l'avez indiqué, coincé dans le caniveau sous la haie. » Il déposa un petit paquet sur la table, enveloppé dans du papier kraft. Lorsque mademoiselle Marple dénoua la ficelle, un objet apparut, noirci par la boue et la pluie, un gant, fin et indéniablement féminin. Le poignet de la main droite était déchiré, la doublure légèrement rosée par le fard à joues. Elle le fit tourner délicatement entre ses doigts, le cuir craquant comme de vieux secrets. « Hein, madame Lauder ?» demanda Melchett. « Il semblerait, » répondit doucement Miss Marple, bien que la déchirure laisse penser qu'elle a été arrachée et non usée. Lauder se remua, mal à l'aise, son regard se portant vers le feu. « Cela ne prouve rien, » dit-il sèchement. « Elle aurait pu être là depuis des jours. »
En effet, murmura Miss Marple, et pourtant, elle n'y était pas lorsque les agents ont fait leur première perquisition. Certaines choses, monsieur Lauder, ont la fâcheuse habitude de n'apparaître que lorsque la conscience s'agite. Un long silence suivit. Seul le faible crépitement du feu de cheminée semblait troubler les esprits. Madame Bantry, toujours soucieuse d'apaiser les tensions, tente d'alléger son ton. « Eh bien, au moins, c'est nouveau, Jane. La pauvre femme l'a peut-être laissé tomber elle-même. »« Peut-être, » répondit Miss Marple d'un ton presque bienveillant. « Mais on laisse rarement tomber un gant si soigneusement déchiré. C'est la main droite qui frappe, pas celle qui réconforte. » Melchett se pencha en avant. « Si vous insinuez que je n'insinue rien, colonel, » l'interrompit d'un ton doux. « Je constate simplement que ce gant a été retiré après les faits. Quelqu'un l'a caché parce qu'il contredit une version des faits, ou, au contraire, la confirmait trop clairement. Son regard se porta sur M. Lauder. Voyez-vous, celui ou celle qui l'a déchiré devait avoir des raisons de penser que sa présence était gênante. Peut-être parce qu'il portait une trace de poudre correspondant à celle d'un certain miroir de poche. Il soutint son regard, mêlant défi et lassitude. Vous transformez le chagrin en théâtre, Miss Marple. Le théâtre, dit-elle, n'est qu'un autre mot pour révélation. Nous agissons, monsieur Lauder, non pour tromper autrui, mais pour nous convaincre nous-mêmes. À ces mots, la porte s'ouvrit de nouveau brusquement, et le sergent Lake entra, le visage rouge d'émotion. « Colonel, il y a d'autres nouvelles. Ils ont retrouvé Hartnell. » Un silence religieux s'installa. « Vivant ?» demanda Melchett. « Oui, monsieur, à moitié noyé, près de l'ancien étang de la carrière. Très faible, mais il survivra. Il dit qu'il n'avait pas l'intention de s'enfuir, seulement de réfléchir. Il prétend avoir vu quelqu'un à la fontaine ce soir-là, une femme, pas Madame Lauder. » Ces paroles semblaient bien planer dans la pièce comme de la fumée. Miss Marple se leva lentement, le léger bruissement de sa jupe étant son seul mouvement. « Ce sera tout pour le moment, sergent. Laissez. Le se reposer la vérité, dite dans l'épuisement, est souvent trop crue. » Lorsqu'il est parti, elle se tourna vers les autres. « Eh bien, nous y voilà. Un témoin qui voit ce que sa conscience lui permet. Et pourtant, je soupçonne que M. Hartnell n'a esquissé que les contours du tableau, sans en saisir toute la profondeur. » Madame Bantry joignit les mains. « Jane, cela devient terriblement désagréable. Devons-nous continuer à fouiller partout ?»« Ma chère, » dit doucement Miss Marple, « c'est là que la poussière se cache. Il faut bien troubler un peu la tranquillité pour trouver la propreté. » Elle se dirigea vers la fenêtre, où la pluie s'était calmée, laissant la vitre striée et perlée. Au-delà, la fontaine scintillait de nouveau sous la lumière du lampadaire, l'eau coulant maintenant librement, comme purifiée des tromperies de l'hiver. « Voyez-vous » poursuit. Elle presque pour elle-même. L'eau révèle tout si l'on s'arrête assez longtemps, même les ombres de ceux qui arrivent à Powell trop tard. Le colonel Melchett, bien que visiblement mal à l'aise, resta pragmatique. Nous interrogerons Hartnell à son réveil. S'il a vu une femme, cela restreint peut-être le champ des possibles. Miss Marple s'est détournée de la fenêtre. Ou peut-être élargissez-vous, colonel. La femme qu'il a vue était peut-être réelle, ou simplement le reflet d'une femme disparue. Les hommes confondent souvent reflet et réalité, et c'est là, je crois, la source de toute cette tragédie. Elle déposa le gant sur la cheminée, près du foyer, où le cuir commença à dégager une légère vapeur. Une odeur de poudre humide s'éleva, subtile mais distincte. Un écho de parfum, de violette et d'air frais. L'odeur tressaillit comme frappée. Le regard de Miss Marple se posa sur lui, non pas avec accusation, mais avec une sorte de pitié. « Pardonnez-moi, » dit-elle doucement. « La chaleur fait ressortir ce qui est caché. » À ce moment précis,
La cloche de l'église se mit à sonner pendant une demi-heure. L'odeur se leva brusquement en marmonnant une excuse et quitta la pièce. Son départ laissa un silence pesant, seulement troublé par le tic-tac régulier de l'horloge et le léger sifflement du gant fumant. Madame Bantry frissonna. « Jane, vous me faites peur quand vous parlez comme ça. »« Allons donc, ma chère, » répondit Miss Marple en se rasseyant. « Ce n'est pas effrayant de voir la vérité approcher. C'est seulement triste, car ce n'est jamais tout à fait celle qu'on attend. » Melchett se leva à son tour. « Vous pensez que l'odeur est notre homme ?» Elle le regarda avec un petit sourire las. « Je pense, colonel, que le meurtrier est quelqu'un qui comprend très bien les apparences et que la fontaine recèle encore un secret. » Au moment où il partait, l'horloge sonna 5 heures. Miss Marple demeura immobile, le regard fixé sur la fenêtre où la lumière du lampadaire tremblait sur la vitre. Dans son reflet, un instant seulement, elle crut apercevoir la silhouette d'une femme debout près de la fontaine, immobile, comme en attente, comme rappelée par un souvenir. L'image a vacillé puis disparu, ne laissant que le bruit de l'eau et le léger parfum de violettes qui s'est prolongé trop longtemps. Le parfum des violettes persistait tandis que le crépuscule s'insinuait dans le salon, transformant les reflets et ombres. Miss Marple resta immobile un long moment, les mains légèrement jointes, le tic-tac de l'horloge rythmant ses pensées. Dehors, l'eau de la fontaine captait les derniers rayons du soleil, une surface livrée, mi-illusion. Elle sentait le village autour d'elle, retenant son souffle, attendant un signe que sa décence pourrait encore survivre à cette affaire sordide. Quand on frappa de nouveau, ce fut plus doucement, hésitant. Le colonel Melchett entra, ôtant son chapeau avec cette gravité contrite qui précède souvent les aveux. « Hartnell est réveillé, » dit-il. « Et son récit, eh bien, complique encore les choses. Il prétend avoir vu Madame Loder rencontrer une autre femme près de la fontaine, une femme plus âgée, vêtue d'un manteau gris. Il dit qu'elles ont parlé à voix basse, puis se sont séparées. Après cela, il a vu un homme arriver. Il n'a pas pu distinguer son visage. Il hésite. Nous avons trouvé des empreintes de pas correspondantes, bien qu'à moitié effacées par la pluie. Elles mènent vers le chemin du presbytère. » Miss Marple se leva, le visage impassible. Plus âgée, vêtue de gris. Comme la vérité aime paraître modeste. J'imagine que Madame Loder lui faisait confiance. Melchett fronça les sourcils. « Vous pensez que c'était une amie ?»« Peut-être, » répondit-elle doucement, « ou un écho de l'une d'elles. » Le lendemain matin, le ciel était clair et glacial. La pluie avait cessé. Miss Marple se rend tôt sur la place, saluant poliment d'un signe de tête ceux qui feignent de ne pas la dévisager. La fontaine, désormais d'une propreté éclatante, n'avait plus rien de sinistre, mais semblait simplement lassée de sa part dans les folies humaines. Elle s'arrêta près d'elle, observant le dallage où l'eau débordait. Sous la surface ondulante, une forme pâle cligna faiblement des yeux. Elle se pencha, son reflet se penchant avec elle, et du bout de son parapluie sortit une petite enveloppe gorgée d'eau. L'encre avait bavé, mais il en restait suffisamment. Pour le pardon, s'il est trop tard. Lorsqu'elle arriva au presbytère, le colonel Melchett et le docteur Haydock étaient déjà là, examinant le message avec frustration. « Inutile, » grommela Melchett. « Ça pourrait être de la main de n'importe qui. »« En effet, » dit Miss Marple, « mais certainement pas du cœur de n'importe qui. La main qui écrit le pardon est rarement celle qui n'est pas habituée à la culpabilité. » Elle se tourna vers la femme du vicaire, qui se tenait pâle et tremblante près de la cheminée. « Ma chère Madame Clément, je crains que votre jardin n'ait été bien trop généreux ces derniers temps. Les choses surgissent toujours là où on les attend le moins. » La femme parut surprise, puis sur la défensive.
Je ne sais pas ce que vous voulez dire, Miss Marple. Vous n'allez tout de même pas croire que je ne fais aucune supposition, dit-elle gentiment. Mais vous vous souvenez peut-être d'un certain acte de compassion, d'une visite à une amie qui s'était trop confiée à moi, et d'une promesse faite à la hâte. Le sang-froid de Madame Clement vacilla. Elle était bouleversée, murmura-t-elle. Elle a dit qu'elle voulait le quitter, qu'elle ne pouvait plus supporter la comédie. Je lui ai dit d'attendre, que les scandales détruisent plus que les mariages. Je voulais seulement préserver la paix. Miss Marple inclina doucement la tête. Ah oui, la paix à crédit. Elle finit toujours par être remboursée. Melchett, mal à l'aise, arpentait la pièce devant l'autre. Elle a donc rencontré Madame Lauder ce soir-là, et plus tard, son mari les a rejoints. Vous insinuez que la dispute a dégénéré en violence ? Pas en violence, répondit doucement Miss Marple. Juste la vérité, définitive. Certaines vérités sont trop cruelles pour résister à la lumière du jour. Son regard se porta vers la fenêtre, où le soleil caressait le clocher de l'église. La mort de Madame Lauder n'était pas un meurtre prémédité. C'était l'effondrement d'un arrangement, un moment de panique morale sous des airs de respectabilité. Le docteur Haydock expira en se massant les tempes. Et Hartnell, alors. Le pauvre diable semble fou de culpabilité. Car, comme le disait Miss Marple, il a pris la tragédie pour du romantisme. Il a cru qu'elle le protégeait. Lorsqu'elle a rencontré son mari et lorsqu'elle est tombée, son imagination a fait le reste. Mais Madame Lauder n'a jamais craint d'être démasquée. Elle craignait la pitié. Les mots semblaient ne peser lourd sur la pièce. Madame Clément se mit à pleurer doucement, la voix étouffée par son mouchoir. Elle me demanda de lui rendre le poudrier et me dit que c'était un cadeau d'une personne en qui elle n'avait plus confiance. Je lui dis que j'allais le prendre, le jeter. Mais je n'avais pas le cœur à m'en débarrasser moi-même. Alors je le déposerai à la fontaine, pensant que l'eau le lavait du péché. Et puis, elle dut me suivre. Le visage de Miss Marple s'adoucit, mais son ton demeura calme. Ce n'est pas l'eau qui purifie, ma chère, mais la conscience. Or la conscience, lorsqu'elle tarde à agir, peut être aussi cruelle qu'un crime. Melchett garda le silence un moment. Le faible carillon de l'horloge de l'église rompit le silence. Finalement, il murmura que nous garderons cela secret. Le village a déjà assez de scandales. Tout à fait, dit Miss Marple. Il faut préserver les apparences, même quand la vérité n'est connue que de 3 personnes. Elle jeta un coup d'œil à Madame Clément, dont les sanglots s'étaient apaisés. Une mort morale, colonel, est souvent plus difficile à supporter qu'une mort physique. Mieux vaut laisser le village croire ce qu'il veut. Il le fera, de toute façon. Lorsqu'elle sortit, la place s'illumina de nouveau, l'eau de la fontaine murmurant sur les pierres. Le ciel, d'une pureté cristalline, arborait un bleu fragile, couleur de son écharpe inachevée. Miss Marple s'arrêta un instant, contemplant l'endroit où reposait jadis la couronne. Les lys avaient disparu, leur pureté dispersée par le vent, mais leur absence lui semblait étrangement apaisante. Elle resserra son châle et se mit en route pour rentrer chez elle. Le murmure de la fontaine l'accompagnait, régulier et silencieux, comme pour répéter une vérité ultime et solennelle sous chaque surface calme. Le reflet de quelqu'un tremble encore, attendant de disparaître. Le murmure de la fontaine accompagne Miss Marple jusqu'au coin de la place, avant de se fondre dans les petits bruits domestiques de l'après-midi. Un balai sur les marches, une bouilloire qui commence à ronronner, le sifflement du facteur arrivé avec un léger retard. St. Mary Mead, avec la dextérité d'une vieille actrice, reprend son récit. Les rideaux qui avaient bien frémi pendaient désormais sagement, les sonnettes retentissaient avec leur timidité habituelle. Digne d'une bonne mère. Seul l'air conservait un léger parfum, comme si des violettes avaient traversé la pièce avant de s'en aller. Au presbytère,
Madame Clément reprit ses activités, mais ses mouvements trahissaient une nouvelle sérénité. Elle parlait plus doucement et écoutait plus longuement, comme consciente que les mots sont parfois trop blessants pour ceux qui les prononcent. Elle organisait un petit cercle de lecture le jeudi après-midi, abordant des sujets littéraires enrichissants, sans rien d'alarmant, et préparait le thé avec une telle attention que le pardon semblait une habitude. Personne ne fit mention de la semaine orageuse, mais la bienveillance l'entourait comme un linge plié, aux bords nets, aux taches tournées vers l'intérieur. Monsieur Hartnell, pâle et contrit, réapparut au Blue Boar, accompagné d'un avertissement du médecin et de la méfiance de la tenancière. Il dessina quelque temps des choses ordinaires, la courbe d'une tasse de thé, la pente du toit de l'église, le tableau noir du marché et ses calculs à la craie. On est indulgent envers un pénitent qui dévalorise son sujet. De temps à autre, il s'essayait au visage, mais laissait les yeux inachevés, comme si la vue était un privilège à mériter. Lorsqu'il croisa Miss Marple dans la ruelle, il souleva son chapeau et n'insista pas sur sa gratitude. Elle lui souhaita le bonheur modeste qu'il pouvait préserver sans risque. Quant à M. Lauder, il privilégia l'efficacité au drame. En 15 jours, il partit pour Londres, sous le couvert respectable d'arrangements professionnels, laissant le Manor Cottage au drap de l'agent et à la lente et digne prolifération d'araignées. Ses adieux furent précis, ni chaleureux, ni froids. La conversation adaptée au mobilier du salon. Une sorte de chagrin jaillit, une fois, inopinément, alors qu'il traversait seul la place au crépuscule, et s'arrêtait un instant près de la fontaine. Il ne toucha pas la pierre. Il regarda son reflet, puis détourna le regard, comme si un regard de plus risquait de ruiner une impassibilité soigneusement cultivée. Personne ne le retint, et St. Mary Mead approuva cela. Il est plus facile de pardonner le départ d'un homme que ses complications. Les commerçants reprirent leurs habitudes. L'épicier se remit à ses pommes et à ses calculs, la postière réajusta ses tampons avec un plaisir puritain. Madame Price Ridley déclara à Madame Bantry que les événements, une fois relégués aux oubliettes, demeurent en ordre, puis entreprit de disposer les fleurs de l'église avec une rigueur qui ne tolérait aucune contestation des roses. Madame Bantry elle-même, soulagée du suspense, distribua des invitations à un petit souper pour égayer l'atmosphère. Elle confia à Miss Marple qu'elle n'avait jamais aimé les lys en hiver. On ne pense qu'aux couloirs d'hôpital, chère Jane. Et elle leur préféra des perce-neige, ces petites clochettes blanches qui ne résonnent que dans l'imagination. Miss Marple termina enfin son écharpe bleu pâle. La dernière rangée se mit docilement en place et le ruban destiné à remplacer le morceau trouvé près du socle fut noué sans fioriture. Elle apporta l'écharpe à la vente de charité où elle reposa modestement parmi des couvre-théières et des chaussettes pratiques. Elle fut achetée par un jeune père timide qui imagina qu'elle irait bien à sa femme. Cette petite gentillesse fait plus plaisir à Miss Marple que n'importe quel jugement. L'écharpe connaîtrait un hiver plus chaud que celui où elle l'avait confectionnée. Le colonel Melchet était venu rendre un livre qu'il n'avait jamais lu. Son allocution, empreinte de retenue, trahissait son sérieux. « L'orage est passé, dit-il, debout, à la fenêtre, son chapeau à la main. Il n'y a plus rien à faire. » Miss Marple acquiesça. « La paix, colonel, est rarement arrivée soudaine. C'est le retour des murmures. » Il la regarda avec cette affection particulière qu'il réserve à ceux qui ébranlent doucement nos certitudes. « Vous aviez raison au sujet du village, dit-il. Il préfère ce qui est supportable. » Elle sourit. « Et vous aviez raison au sujet de la loi. Elle préfère ce qui est prouvé. » Un silence s'installa entre eux, aussi confortable qu'un fauteuil bien choisi. À l'église, ce dimanche, les airs des hymnes semblaient légèrement plus lents, comme si l'orgue comprenait que la consolation ne se presse pas.
La voix de Madame Clément ne tremblait pas. Elle reposait sur chaque mot, comme sur une marche. Le sermon parlait d'une miséricorde simple, non pas de celle qui souille les lèvres, mais de celle du quotidien, qui exige eau chaude et intimité. Miss Marple, assise sur son banc près de l'allée, baissa la tête et pensa que le village excellait dans son art rafistolé, avec un fil qui ne s'accorde pas tout à fait. Après l'office, un petit cortège regagna immanquablement la place. Des enfants tournaient autour de la fontaine, sans qu'on leur dise rien, comme pour vérifier si l'eau pouvait redevenir de l'eau. Le bassin avait été frotté. La pierre semblait presque surprise de sa propre innocence. La lumière tremblait à sa surface, jouant avec les visages qui osaient s'y aventurer. Miss Marple s'arrêta au bord. Le clapotis s'efface un instant, puis la fait apparaître avec une douce précision. Les miroirs pardonnent plus vite que la mémoire. Elsie, la bonne, s'approcha timidement, serrant contre elle un journal plié. « J'ai pensé vous apporter ceci, mademoiselle, » dit-elle, car l'avis de décès semblait si bienveillant. L'annonce, sobre et juste, évoquait un malheur soudain et la dignité du deuil privé. Pas de lice, pas un mot sur les fontaines. C'était le genre d'avis que Sainte Mary Mead reçoit comme on reçoit le thé sans surprise, une petite douceur compatissante discrètement glissée à l'intérieur. Elsie demanda si elle pouvait rester à sa place au cottage, jusqu'à l'arrivée des nouveaux locataires. Miss Marple lui répondit que le bon service et le bon sens leur permettent toujours de trouver une maison à leur goût. Cet après-midi-là, un léger brouillard s'installa, non pas de cette brume mélodramatique qui invente des crimes, mais d'un brouillard villageois qui adoucit les jardins et les cheminées. De son salon, Miss Marple entendit le silence s'installer. Le cliquetis étouffé de sabots devant la forge, le claquement hésitant d'un portail, un rire lointain, muet par la distance en politesse. Elle sortit de son panier à ouvrage une petite enveloppe, celle, trempée, qu'elle avait récupérée à la fontaine, et glissa le papier humide dans le feu. Il se recourba avec un air de soulagement et devint ce que deviennent toutes les dernières paroles lorsque leur destinataire se contente de chaleur et d'oubli. Vers le soir, Madame Bantry fit irruption, annonçant un modeste concert au profit de la toiture de l'école. « Il faut que nos prestations soient honorables, » dit-elle, impaisanteuse, mise-insère. Pas de tragédies au programme. Uniquement du Heindel et peut-être la récitation des enfants, si les plus grands ne se laissent pas distancer par les plus petits. Miss Marple promet de préparer un gâteau, comme elle le faisait souvent lorsque le village avait besoin de se divertir avec des pâtisseries plutôt qu'avec de l'histoire. Ils parlèrent de tout et de rien assez longtemps pour que la pièce s'en souvienne. Lorsque la porte se fut refermée, Miss Marple rapprocha son fauteuil du feu. L'écharpe bleue, désormais partie pour une nouvelle vie, laissait une légère trace de couleur dans ses pensées. Elle repensa à la semaine écoulée, comment la peur s'était parée de dignité, comment la pitié avait changé de costume et s'était fait passer pour de la prudence, comment l'amour, pauvre créature, avait pris la flatterie pour la sécurité. Si ces réflexions recelaient une forme de triomphe, elle ne l'avouait pas. Elle ressentait la douce tristesse qu'on éprouve pour un vase recollé, il contient de l'eau. Mais la fissure, elle, le sait. Au-delà de la fenêtre, la fontaine murmurait sa musique patiente. Elle ne se souvenait pas des visages, seulement du poids et de la lumière, et de la façon si particulière dont un ciel d'hiver se pose sur l'eau. Miss Marple, qui se fiait davantage à la mémoire qu'au monument, joignit les mains et laissa le son emplir la pièce comme une bénédiction. Le village, en apparence inchangé, avait ouvert une couture invisible et l'avait recousue. La respectabilité, cette étoffe tenace, tiendrait bon, même si l'on pouvait sentir si l'on avait de vieux doigts honnêtes, ou elle avait été trahie. Elle prit ses aiguilles
et commença un autre ouvrage, d'un bleu différent, plus profond, moins innocent. La laine glissait régulièrement, le motif simple, l'effet apaisant. Un petit réconfort, choisi délibérément. Dehors, quelqu'un rit et une porte se referme. Le brouillard se dissipa, laissant place au soir. L'eau garda son calme, et avec elle, le village. Lorsqu'elle s'arrêta, ce n'était pas pour attendre des aveux, mais pour le miracle ordinaire du sifflement de la bouilloire. Ce son, au moins, ne mentait pas.